afraid of the dark? Are you scared? I can see. Quelques semaines plus tard, juste après la diffusion du second épisode de Settings, le téléphone sonna. Apparemment, Tim et l'équipe s'inquiétaient pour leur sécurité et ils désiraient revenir une troisième fois. Comme leur dernière visite n'avait eu aucun effet positif et que Tony y était franchement opposé, Debra hésita un moment, mais ils lui certifièrent qu'ils amenèrent avec eux un excellent médium qui pourrait probablement les aider. Et la jeune femme se laissa convaincre. Néanmoins, la réaction de Tony fut pire que ce qu'elle craignait, et pour mettre fin au conflit, Debra fit semblant de céder. Dans l'après-midi, une femme aux cheveux sombres sonna à la porte et se présenta sous le nom de Colleen. Elle expliqua à Debra qu'elle avait habité la maison pendant 8 mois et que durant cette période, il s'était produit un certain nombre d'étranges incidents. Sa fille, en particulier, s'était amusée avec une amie imaginaire nommée Sally. Colleen ne s'était jamais préoccupée de cette amie imaginaire, et après leur départ de la maison, la fillette n'avait plus jamais mentionné cette amie. Très excitée, Debra demanda à Colleen si elle accepterait de raconter son histoire à Settings, et la jeune femme accepta. En apprenant que Colleen croyait leur histoire, Tony accepta de laisser revenir l'équipe de la télévision. Peter James, le médium, arriva assez tôt, et Debra l'observa alors qu'il sortait de la voiture l'amenant chez eux. Il n'avait reçu que peu de renseignements sur le cas, et il avait tout à découvrir. En descendant de la voiture, il aperçut le visage d'une petite fille à la fenêtre de la chambre parentale, ce qui le laissa perplexe. Il émanait de cet homme une impression de calme et de réconfort. Courtois, il sollicita l'autorisation de visiter les lieux et se mit à marcher la tête basse, produisant de petits bruits étranges. Alors qu'il revenait vers la petite entrée, soudain il s'immobilisa et tendant le doigt vers l'escalier, il déclara « Une petite fille se tient debout, là-haut. » Comme la caméra approchait, il la stoppa de la main, puis d'une voix amicale, et commença à monter les marches. « Coucou, peux-tu me parler? Sally, est-ce ainsi que tu te nommes? » En entendant ces mots, Debra se sentit folle de joie. En quelques minutes, il était arrivé à détecter la présence de l'enfant et à découvrir son prénom. De plus, la fillette semblait accepter de le laisser approcher. Après avoir interviewé Colleen, l'équipe suivit Peter afin de recueillir ses commentaires sur les manifestations paranormales. Alors que tout le monde se trouvait dans le couloir, devant la chambre parentale, Peter signala une forte résistance. Ceux qui se trouvaient dans la chambre ne voulaient pas qu'il y entre. Afin de montrer à l'esprit qu'il n'était pas intimidé et n'entendait pas reculer, il commença à lui parler, puis il fit 1 ou 2 pas à l'intérieur de la pièce. À ce moment-là, un courant d'air froid traversa l'assistance et Tony devint nerveux. Quelques instants plus tard, il se plaignit d'une sensation de brûlure au bas du dos et s'éloigna en direction de l'escalier. Peter, qui ignorait tout des attaques, tenta alors de rassurer Tony et Debra, lui demanda de soulever sa chemise. Les lettres M et C avaient été gravées au bas de son dos. Alors que le caméraman filmait ses griffures, des crépitements électriques résonnèrent autour d'eux, et Peter pénétra une nouvelle fois dans la chambre. Déclarant à l'esprit qu'il n'avait pas peur de lui demandant son nom, l'esprit lui donna qu'une lettre, la lettre B, puis agressa Tony une fois de plus.
mettant le feu au dos de sa chemise. Lorsque les flammes furent éteintes, ils s'aperçurent que seule la chemise avait brûlé, laissant sa peau intacte. Lors d'une visite au cimetière, le médium les amena à une tombe dont l'inscription était illisible. Debra, après avoir fait des recherches, découvrit qu'elle appartenait à une fillette de 5 ans qui était morte en 1905 sur un chemin de terre qui se trouvait juste derrière la maison. Elle s'appelait Sally. Debra eut énormément de mal à faire accepter à Tony que l'équipe de Settings revienne pour une 4e visite. Il avait envie de tourner la page, de retrouver une vie normale et, surtout, que ses amis et sa famille cessent de l'interroger à propos de ce qu'il avait vu à la télé. Debra, quant à elle, cherchait toujours des réponses et après des jours de discussions enflammées, des bouderies et de colère, Tony accepta qu'il revienne. Cette fois, il avait amené des tas d'appareils électroniques et la cuisine avait été transformée en laboratoire. Des caméras thermiques avaient été installées dans toute la maison, sauf dans la chambre parentale pour préserver leur intimité. Tony, qui souhaitait prouver qu'il ne se blessait pas lui-même, avait retiré tous ses bijoux et exigé que quelqu'un se tienne sans arrêt à ses côtés pour observer ses gestes et ses déplacements. Kerry Gaynor, célèbre pour son travail dans le cas de Doris Bitter, avait reçu cette charge et il allait rester près de lui pendant toute l'enquête. Il se présenta au milieu de l'après-midi, soucieux de la sécurité de la famille, et passa l'essentiel de la nuit assis au bout du divan, près de Tony. Depuis plusieurs mois, en raison de son expérience, Settings consultait le docteur Gaynor, le faisant intervenir à plusieurs reprises dans l'émission. À la fin de sa première entretenue, il signala qu'il se passait plus d'une chose dans la maison. Outre les manifestations paranormales qui ressemblaient à un jeu, il y avait quelque chose d'autrement plus dangereux. Durant son séjour, il fut témoin de 11 attaques individuelles à l'encontre de Tony, alors qu'il était assis à ses côtés. Par la suite, il déclara qu'au cours de ses 20 années d'expérience et des 850 cas sur lesquels il avait travaillé, il n'avait jamais assisté à une activité semblable que certaines des attaques subies par Tony étaient terrifiantes. Il qualifia leur cas d'expérience intéressante, excitante et potentiellement dangereuse. Le soir suivant le départ de l'équipe de télévision, une femme vint proposer son aide. La femme, qui était médium, pensait qu'un nettoyage de la maison, dirigé par un chaman, pourrait leur être d'un grand secours. Sa proposition tombait au bon moment, car Tony avait le corps recouvert de griffures. À chaque visite de l'équipe de télévision, il semblait que les attaques se faisaient plus fréquentes et plus violentes. Quelques heures plus tard, la femme se présenta vêtue d'une longue tunique de cuir blanc, ornée de perles, de turquoise, d'argent et de plumes. Elle leur expliqua qu'elle avait confectionné la tunique de ses mains, comme le voulait la tradition, et que chaque ornement possédait un sens, puis elle décrivit ce qu'elle allait accomplir, signala qu'il risquerait d'y avoir beaucoup d'activités dans la maison lorsqu'elle prierait l'esprit ou les esprits de partir. Une ambiance lourde et menaçante pesait déjà sur la maison, et Debra éprouvait une sourde appréhension à l'idée de ce qu'il allait accomplir. Après avoir enfumé la maison de haut en bas, en faisant brûler de la sauge, la médium posa une bougie allumée sur le plancher. Elle éteignit toutes les lumières et tout le monde prit place, assis en tailleur autour de la bougie. Tony et Debra avaient pour consigne de se tenir par la main et de ne pas se rompre le cercle, quoi qu'il arrive. Sous la direction de son chaman,
La médium récita quelques prières, puis elle se mit à méditer. Soudain, elle sentit la présence d'un homme âgé, un gentilhomme, qui habitait la maison depuis longtemps, et d'une femme qui tentait de se dissimuler. Quand elle décrivit une fillette effrayée, blottie dans un coin de la chambre d'enfant, Debra reconnut immédiatement Sally. La médium leur demanda s'ils souhaitaient qu'elle s'en aille, et Debra ne sut pas quoi répondre. Elle avait le sentiment que la fillette serait plus heureuse de l'autre côté, mais elle n'avait pas envie de l'obliger à partir. La médium lui conseilla de la garder pour le moment et d'aviser plus tard, ce que Tony et Debra approuvèrent. Aussitôt, un vent glacé vint caresser les genoux de Debra, qui reconnut sa protégée. Après de nouvelles prières, la médium demanda au couple d'imaginer avec elle chaque pièce inondée de lumière blanche, en commençant par la cuisine. Elle dut s'arrêter entre deux salles pour aider l'homme qui ne comprenait pas pourquoi il devait partir de l'autre côté. Puis ce fut au tour de la femme qui opposa une farouche résistance et se défoula sur Tony. Finalement, au bout d'un moment, la femme sembla céder et un sentiment de légèreté enveloppa la maison. Allumant les lumières, Debra regarda les épaules de Tony qui étaient maintenant couvertes de griffures. La médium les prévint qu'il pouvait y avoir quelques résidus d'énergie pendant quelques jours, mais que cela se calmerait par la suite et qu'il saurait alors si la purification avait réussi. Il espérait s'être débarrassé de l'entité malfaisante, mais malheureusement, tel n'était pas le cas. Depuis quelque temps, Tony s'entretenait avec un prêtre de l'abbaye de Saint-Benoît et il se sentait nettement mieux après chaque rencontre. Mais quelques jours plus tard, la colère, les pensées et les sentiments haineux l'envahissaient de nouveau. Lors de ces rencontres hebdomadaires, Tony racontait au prêtre l'essentiel de ce qui se passait, mais il gardait pour lui certaines choses personnelles. Il avait décidé de ne pas lui parler des griffures, des voix, des grattements à l'intérieur des murs, de ses sauts d'humeur, de sa haine à l'égard de sa femme et des craintes qu'il éprouvait. Peu de temps après ses premiers entretiens avec le prêtre, Tony parla à sa femme de ses expériences les plus éprouvantes. Au cours des mois précédents, il avait perdu le sommeil, l'appétit, il avait peur en permanence et il était devenu haineux. Cet homme ne ressemblait en rien à celui que Debra avait épousé. Souvent, il se plaignait d'être malade et à plusieurs reprises, il s'était rendu au service des urgences de l'hôpital. Il ressentait des douleurs dans la poitrine et dans le bras, ainsi que d'autres symptômes inquiétants. Mais les analyses ne révélaient jamais rien d'anormal. À la difficulté de composer avec une entité perfide, s'ajoutaient les frais médicaux qui s'accumulaient. Tony, devant souvent s'absenter, dut travailler, leur situation financière était devenue précaire. À ce moment-là, Debra commença à douter de l'identité de Sally et elle promit à son mari de le soutenir. Tony, soulagé, se sentit moins seul. L'amour qu'il ressentait pour Debra lui permettait de lutter contre les pensées qui s'insinuaient dans son esprit et il se rendit bientôt compte que sortir de la maison l'aidait également. Debra et Tony décidèrent alors de s'éloigner de chez eux autant que possible, passant beaucoup de temps chez les parents de Tony. Le prêtre que consultait Tony avait prévu de venir chez eux dans le but de mieux saisir ce que Tony lui avait relaté. Il avait aussi parlé de bénir la maison, mais il mourut soudainement avant de l'avoir fait. Jamais ils ne surent si sa mort avait un lien avec ce qu'il avait prévu de faire. Un jour, Tony rentra à la maison peu avant le réveil de Debra. La jeune femme se leva, se prépara pour le travail, puis elle partit pendant que Tony tentait de se détendre avant d'aller dormir. Comme il était assis sur le divan,
D'horribles pensées envahirent son esprit, et toutes ces pensées concernaient sa femme. Il alla se servir un bol de céréales, et, se tournant pour ranger le lait, il aperçut qu'un chat était en train de boire dans son sol. Il ignorait d'où venait l'animal, et comment il était entré dans la maison. Mais cette vision le rendit fou de rage. Il s'approcha de quelques pas, tira violemment un grand couteau du support près de la cuisinière, et poignarda le chat. Après quoi, il se sentit satisfait, et, se souvenant à quel point sa femme aimait les chats, il décida de le laisser là, afin qu'elle le trouve à son retour. Sans s'en faire le moins du monde, il se rendit au salon, et s'assit sur le divan, envahi par de terribles sentiments. « Je vais la poignarder, elle aussi, songea-t-il. Je ne supporte pas sa façon de me regarder. C'est sa faute si nous sommes ici. Je ne supporte pas son caractère acariâtre. Je ne supporte pas de la regarder. » Tony en vint à élaborer un plan détaillé pour tuer Debra à son retour. « Quand elle va s'approcher de moi, je vais lui trancher la gorge. » Il demeura dans cet état toute la matinée, avec le chat mort dans la cuisine. Puis, en début de l'après-midi, il monta s'habiller et sortit pour aller chercher Taylor, qui se trouvait chez ses parents. À son retour, quelques heures plus tard, il s'était ressaisi. Il se débarrassa rapidement du chat mort afin qu'elle ne le voie pas et songea: « Seigneur, mais qu'est-ce qui m'a pris ?» 2 jours après avoir tué le chat et planifié la mort de sa femme, Tony connut une expérience qui relatait en ces termes. « Je ne pensais à rien de particulier. Je vaquais juste à mes occupations quotidiennes. Je venais de sortir du lit et me préparais à descendre. J'éteignais la lumière quand j'ai soudain été violemment bousculé par derrière. J'ai eu l'impression que quelqu'un s'était élancé dans mon dos et m'avait poussé de toutes ses forces. Mes pieds ont quitté le sol, je me suis retrouvé suspendu dans les airs et j'ai été projeté en direction de la rampe de l'étage, qui se trouvait à environ 1 mètre devant moi. Le haut de mes cuisses a heurté la rampe et mes genoux, mes jambes et mes pieds ont cassé par inadvertance 3 des barreaux la soutenant. J'ai eu peur en diable, et encore à ce jour je ne sais pas ce qui m'a retenu de basculer par-dessus la rampe et de dévaler l'escalier la tête la première. Abasourdi et les nerfs en boule, j'ai descendu l'escalier en m'agrippant à la rampe. Je me suis rendu au salon, où, trop effrayé pour bouger, je suis resté assis sur le divan le reste de la journée. Je tressaillais au moindre bruit. J'ai téléphoné à Debra à son travail dans l'espoir que je me sentirais moins seule en entendant une voix connue. Je ne lui ai pas raconté ce qui venait de se passer, mais je lui ai déclaré que j'étais habitée par un sentiment tenace, le sentiment que quelqu'un allait être blessé et que je croyais que ce serait elle. Je lui ai ensuite dit qu'il nous fallait vraiment quitter cette maison. Elle m'a répondu que nous en discuterons à son retour. Et j'ai craint que mes paroles soient, une fois de plus, tombées dans l'oreille d'un sourd. Je suis restée dans le salon jusqu'à son retour. Je lui ai fait part de ce que j'avais vécu le matin et je me suis aperçue que, cette fois, elle me prenait au sérieux. C'était peut-être en raison du ton de ma voix lorsque j'avais appelé ou d'une chose que je lui avais dite. Quoi qu'il en soit, cela l'avait touchée. Après l'attaque dont son mari avait été victime, Debra prit soudain conscience de la gravité de la situation et elle comprit qu'il leur fallait quitter la maison le plus rapidement possible. Immédiatement, ils commencèrent à emballer leurs affaires et 2 semaines plus tard, le 31 octobre 1994, ils emménagèrent dans une maison du même quartier. Après leur déménagement, plus jamais ils ne connurent de phénomènes paranormaux. Après avoir quitté la maison, Tony redevint lui-même et Debra comprit qu'il avait été possédé par une entité maléfique. Néanmoins,
Jamais elle ne parvint à déterminer si Sally était vraiment l'esprit innocent d'un enfant ou si la fillette et l'entité ne faisaient qu'un. Depuis, Debra et Tony et leurs 3 fils résident toujours à Ashington, au Kansas. Ils donnent parfois des conférences sur le paranormal. Ils ont ouvert un site web et Debra Pickman a écrit un livre qui relate leur expérience.